Nous recevons aujourd'hui Claude Maillot, médecin généraliste spécialisé en médecine de plongée et en expertise du dommage corporel, et Philippe Tirard, spécialiste des requins, plongeur biologiste, retraité de l'IRD et auteur du livre Requins du Caillou. Donc bonjour et merci à vous d'avoir accepté l'invitation sur le plateau d'NC News. Bonjour et merci à vous de nous avoir invités. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'une étude intitulée « Attaque de requins en Nouvelle-Calédonie de 1958 à 2020, revue de cas », où vous êtes co-auteur. Donc il est paru le 10 février dans la revue de la Société francophone de médecine tropicale et santé internationale. Étude dans laquelle vous livrez des statistiques sur 63 ans d'attaque. Nous faisons le point sur les principaux enseignements de cette étude ensemble. Donc tout d'abord, un mot sur la genèse de cette étude. Pourquoi avoir mené ce travail? Quel était l'objectif? Alors ce travail, en fait, c'est la continuation d'un travail qu'on entreprend avec Philippe depuis déjà un grand nombre d'années et qui a déjà donné lieu à des publications. On a fait un premier papier en 2009, Philippe a écrit Requins du Caillou, donc ça fait un grand nombre d'années qu'on recense les attaques de requins. On voulait livrer au public et puis éventuellement aux décideurs un travail de synthèse qui permette d'apporter des données factuelles, des données chiffrées, qui permettent de se faire une idée globale de la problématique des attaques de requins en Nouvelle-Calédonie. Un travail de fourmi, comme vous avez pu me le dire en off. C'est un travail de fourmi parce que c'est l'aboutissement d'un travail d'enquête. Chaque cas fait l'objet d'une enquête, soit Philippe, soit moi-même, ou tous les deux à chaque fois que c'est possible. Nous transportons au chevet des victimes, nous prenons leurs témoignages, nous faisons l'examen des blessures de façon à essayer de déterminer quel est le requin qui est attaqué et quelle est son espèce, quelle est sa taille. Et après, nous faisons un rapport. Et donc, c'est une compilation de tout ce travail que nous livrons dans un article de quelques pages. Donc, d'un point de vue méthode, comment avez-vous procédé à la collecte d'infos? Bon, vous nous l'avez un peu expliqué. Voilà. Vous êtes parti à la rencontre de chaque victime. Voilà. Oui. C'est un travail de longue haleine, mais qui s'est fait sur des années. Parce que des victimes, il y en a des bélèbres jusque dans les îles et tout ça, et c'est pas évident de voir tout le monde. Et vous n'avez pas eu de difficulté à échanger avec des victimes d'attaques de requins? Non. Non, la plupart des gens, ils souhaitent au contraire communiquer. Vous savez, c'est une expérience traumatisante, une attaque de requin. Et beaucoup de gens apprécient d'être débriefés, que ce soit par Philippe ou par moi. Ils ont besoin d'en parler. Avis d'expert. Et ils ont besoin d'un avis d'expert pour essayer de donner du sens à ce qui leur est arrivé. D'ailleurs, j'ai même des témoins d'accidents mortels, même carrément, qui sont venus me voir pendant tous les 2-3 jours, pendant plus d'1 an, pour parler de ça. Pour échanger avec vous. Voilà. Et j'ai l'impression que la plupart des victimes, ça leur fait du bien d'en parler, quoi. Et derrière ça, elles arrivent à comprendre. Voilà. Vous leur donnez des réelles explications. Parce qu'en fait, une victime d'une attaque de requin comprend pas pourquoi elle a été attaquée, elle, et puis pas d'autres, quoi. Alors, il y a des tas de questions qui se posent. Pourquoi moi? Pourquoi pas les autres? Et voilà. Et du coup, dans l'étude, vous concluez que le nombre d'attaques s'est intensifié sur les dernières années? Tout à fait. Alors, le chiffre principal qu'on va vous donner, c'est le seul qui soit d'ailleurs statistiquement significatif. Si vous comparez les 20 dernières années du XXe siècle avec les 20 premières années du XXIe siècle, il y a eu un doublement du nombre d'attaques de requins. Donc, attaques, c'est toutes les attaques confondues, mortelles ou non? Oui. Toutes confondues. Le nombre d'attaques mortelles a suivi, bien entendu, le nombre d'attaques non mortelles. Il y a un doublement partout. C'est significatif pour le nombre global d'attaques. Donc cette progression, est-ce qu'elle n'est pas simplement liée au plus grand nombre d'usagers sur la mer? Alors, c'est une hypothèse intéressante. C'est l'hypothèse qui est avancée d'une manière générale, c'est-à-dire au niveau mondial. On sait qu'on a une augmentation du nombre d'attaques de requins. On sait d'ailleurs qu'on a une diminution des stocks de requins, y compris des stocks de requins dangereux pour l'homme. Et on avance le fait que la population mondiale augmente. Ceci dit, cette corrélation, elle n'a jamais été statistiquement démontrée. Ce lien entre l'augmentation de la population et le nombre de personnes dans l'eau, il n'est pas clairement établi. Ça serait l'objet de recherches futures, en particulier en Nouvelle-Calédonie, pour savoir ce qu'il en est. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe?
Oui, oui, j'en pense. Et au début, c'est ce qu'on pensait, c'est qu'au plus il y aurait de monde dans l'eau, au plus il y aurait d'attaques. Et en fait, on s'aperçoit que depuis ces dernières années, il y a moins de population en Calédonie qu'auparavant, et les attaques continuent d'augmenter. Donc, il faut étudier ça de plus près pour savoir exactement de quoi on parle, quoi. Une prochaine étude de cas. Voilà. Donc justement, on parlait des requins qui sont dangereux. Donc quels sont les requins qui ont tendance à être incriminés sur les attaques qui sont le plus dangereux pour l'homme? Alors là, bon, il y a incontestablement, il y a celui qui arrive en tête du palmarès, c'est le requin tigre, suivi du requin bulldog bon, le requin blanc à une moindre mesure en Nouvelle-Calédonie, mais c'est quand même une grosse bête qui est très dangereuse. Et après, on a tous les requins de récif, le requin gris, le requin pointe blanche, le requin citron aussi, qui est responsable de pas mal d'attaques. Et puis, tout un tas de petits carcarinidés. Après, bon, c'est des attaques. L'attaque, en général, est plus grave sur les grands requins que sur les petits. Parce que du coup, c'est la proportion de la mâchoire qui impacte automatiquement. Non, les petits requins n'attaquent pas les êtres humains, enfin les requins de récif, pour les manger. Quand il y a une attaque de requin de récif sur un être humain, c'est parce que c'est une histoire de territoire, de compétition alimentaire, ou un truc comme ça. Les gens se font mordre, mais pas pour être mangés. C'est pour faire partir, pour montrer leur domination sur un territoire. Alors que les trois grands requins, le blanc, le tigre et le bulldog, eux, quand ils attaquent une proie, c'est pour la dévorer. D'accord. En général. C'est pas des requins territoriaux. Alors, le grand requin blanc est sous-représenté dans notre série, si vous la comparez aux autres séries, en particulier au niveau mondial, ce qui s'explique très probablement par sa distribution dans le lagon. Justement, j'allais vous il est poser présent. la question. En Australie, il est quand même très présent. Il est très présent. Il est pas très loin. Il est très présent en Australie. Donc et au niveau mondial, c'est le premier pourvoyeur d'attaques, en particulier d'attaques mortelles. On sait très bien qu'il est présent dans le lagon calédonien, mais probablement avec des stocks relativement faibles ou simplement des passages de requins blancs. Voilà. Alors, il faut vous dire que de toute façon, on a très très peu de données sur les différentes populations de requins. Au niveau du recensement qui a pu être fait. On a recensé un peu les attaques, les observations de requins blancs il y a quelques années, là, avec notre cher collègue Philippe Borsat. Et en fait, le requin blanc est présent dans le lagon de septembre à octobre. Il y a eu beaucoup de témoignages, de photos, d'observations. Mais bon, c'est un requin qui aime pas trop les eaux chaudes, donc s'il y a des attaques, c'est vraiment des trucs épisodiques. Donc on est sur une période hivernale. Voilà, en période hivernale, quoi, plutôt quand l'eau est fraîche. Moi, je souhaitais savoir votre avis sur les mesures de régulation des requins tigres et bulldogs qu'on a eu en Nouvelle-Calédonie. On n'est pas au courant des prélèvements qui sont faits, c'est confidentiel. Et pourtant, vous êtes expert dans le domaine. Oui, mais on ne nous demande pas notre avis. Il y a un manque de communication qui se... Écoutez, c'est pas compliqué. Philippe et moi, nous sommes experts, mais nous sommes totalement indépendants. De sorte que nous ne sommes absolument pas associés aux décisions qui sont prises au niveau politique. Comme le fait remarquer Philippe, les prélèvements, régulation des requins s'établit avec une transparence qui n'est pas totale. Donc c'est vrai, nous n'avons pas les informations. Alors moi, je voudrais mettre un avis un petit peu, réservé sur ces prélèvements, parce que ce qui m'embarrasse, c'est que on prélève des requins sans avoir la moindre idée de la population dans laquelle les prélèvements sont effectués. On n'a pas d'état des lieux avant. On ne sait pas du tout sur quelle aire sont censés se déplacer les requins qui sont prélevés. Donc, on ne sait pas à quelle population ils appartiennent. Donc, j'ai l'impression qu'on fait quelque chose sans savoir ce qu'on fait. En outre,
J'ai l'impression que c'est aussi un raisonnement assez court terme, c'est-à-dire il y a une attaque, vous sortez des requins de l'eau, d'accord, mais si les requins sont là, la nature a horreur de vide, d'autres vont arriver. Donc il faudrait peut-être avoir une vision plus globale et réfléchir Plus dans le long terme. aux causes, les raisons pour lesquelles on a telle et telle espèce dangereuse à tel et tel endroit. Réfléchir aussi aux raisons pour lesquelles, en tout cas aux facteurs favorisants des attaques sur lesquels on pourrait travailler. Un des axes de notre travail, à Philippe et moi, ça a été d'essayer de déterminer qu'est-ce qu'il y avait comme facteur favorisant. Et ce sur quoi on est tombé, c'est l'importance de la stimulation alimentaire. Alors, stimulation alimentaire, c'est un peu un fourre-tout, parce qu'on est mis dedans différents facteurs qui peuvent favoriser... Les plaisanciers, c'était de vider les poissons, Oui, mais de écoutez, jeter au bord, c'est epsilon cette histoire. C'est epsilon. Oui, d'accord, il faut donner des seaux aux plaisanciers pour qu'ils mettent leurs déchets de poisson. On est d'accord, on ne va pas le contester. Mais c'est une goutte d'eau dans la mer. Il y a d'autres impacts certainement beaucoup plus importants. Alors, il y en a qui sont connus. On s'est demandé pendant longtemps si la présence d'un port de pêche à proximité des plages, pour revenir aux attaques qui ont eu lieu sur Nouméa, n'était pas un facteur favorisant, attractif pour les espèces de requins tels que le bulldog. Bah oui, ça paraît évident, mais ils vont pas s'en aller comme ça. Il y a eu d'autres... alors, la stimulation alimentaire la plus connue, c'est le chasseur sous-marin qui pique son poisson. On sait que c'est une activité à risque. Jusqu'à la fin du XXe siècle, c'était la grande majorité des victimes d'attaques. Maintenant, c'est un petit peu moins vrai. Corrigez-moi, mais il me semble que le requin n'est pas juste sensible au poisson piqué qui saigne, il est également sensible au bruit de la flèche. Au bruit de la flèche, pour certains qui sont dressés. Il est surtout dressés. sensible au bruit. Les vibrations agoniques du poisson. Voilà, le sang, ça attire les requins, mais ça ne les excite pas. Par contre, les vibrations, les bruits, tout ça, oui. Là, il n'y a pas de problème. Oui, parce que nous, on ne s'en rend pas forcément compte, on est immergé, mais il se passe plein de choses en fait. Chaque mouvement qu'on fait est un bruit. C'est comme il suffit de craquer une bouteille dans l'eau. Et les requins arrivent? Ah oui, oui, ça arrive et puis vite et ça les excite. D'accord. À ne pas reproduire. Non, à mon avis, c'est à éviter. À ne pas faire. Ouais. Qu'est-ce qu'on a comme autre facteur de stimulation alimentaire? Ce sont tous les rejets organiques. Alors oui, le rejet des plaisanciers, mais toutes les personnes qui pêchent et qui rejettent. Il y a l'assainissement. Alors ça, c'est c'est la grosse question, l'assainissement de Nouméa. Alors, il paraît que les eaux pluviales sont mélangées aux eaux usées dans les fosses, les stations d'épuration. Et lors de grosses pluies, tout déborde et ça va dans la mer. Alors, et comme en ce moment, on est assez gâté, on est assez gâté avec les pluies, il y a tout un tas de matières organiques qui sont partis en mer, dont l'odeur va se répandre jusqu'en Australie pratiquement, et qui risquent d'attirer des requins dans nos eaux, quoi. Ils viennent voir ce que c'est, quoi. C'est une hypothèse intéressante. Pour l'instant, c'est une hypothèse parce que c'est pareil, les données sur données sur les eaux usées, on les a pas. Donc on est dans le domaine de la supposition plausible. Dans la même idée, il y avait une histoire c'est toi qui avais levé le lièvre, de percolation d'eau usée, d'eau qui passait à travers des charniers de cerf. Ah oui, ça c'était à Bourail. Voilà, c'est pareil, c'est une hypothèse. On n'a pas pu la vérifier parce qu'il a fallu faire venir un hydrologue pour faire une étude et bon, ça n'intéressait personne de le faire. Il n'a pas répondu à nos questions. Non, et puis il y a aussi un truc, c'est que quand on regarde Global Fishing Watch, le site qui traque les bateaux de pêche étrangers autour de la Nouvelle-Calédonie, il y a un massacre qui est fait tout autour de nos eaux territoriales par des bateaux indonésiens, chinois, japonais, enfin je sais pas quoi, et qui pêchent tout ce qui bouge, sauf les gros requins. Et ces requins qui restent, ils doivent trouver de moins en moins de nourriture. Et du coup, ils se rapprochent des îles avoisinantes. Ils viennent où il y a à manger, quoi. Voilà. Et en plus, ils viennent en suivant les bateaux, que ce soit les porte-conteneurs, les bateaux de touristes, les bateaux de pêche. Tous les bateaux qui arrivent à Nouméa, à mon avis, ils ramènent des requins.
Ils suivent parce que Eh il ben, y a quelque chose qui se dégage du bateau, parce que Mais- maintenant ils ont compris comment ça fonctionnait. tous les bateaux, on a beau dire, jettent des rejets à l'eau, que ça soit organique, ça pollue pas, mais ça attire les requins. Et c'est sans arrêt. Comme un bateau de touriste, il y a 5000 personnes ou plus à bord, on va pas me dire Non, ils rejettent rien dans l'eau, quoi. non. Certains bateaux de croisière sont conçus de façon à ne rien rejeter à l'eau. Non. Enfin, bon. Et ils sont vidés une fois. En tout cas, Non, il y a un non. système à l'intérieur. Non, les grands bateaux de croisière, il y a des systèmes de traitement des eaux usées, des déchets, de façon à ce qu'il y ait pas de rejet. à Lifou, il y a 5-6 ans, on discutait avec des pêcheurs, et il dit depuis que les bateaux de touristes viennent à Lifou, à l'époque il n'y avait pas le Covid, il dit il y a des requins qui sont pas de chez nous, qu'on voyait pas avant. D'accord. Oui, ces personnes-là qui ont l'habitude d'être Et en lien avec la mer, ils arrivent à il reconnaître. dit maintenant on a peur d'aller pêcher des fois parce que il y a des bestioles qui n'étaient pas là avant, et donc à mon avis sont venus avec les bateaux, quoi. On est toujours sur des hypothèses. Voilà, on est sur des toujours hypothèses. Alors bon, toujours sur des hypothèses. il y en a, tiens, voilà. 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 Donc nous, on a essayé surtout d'établir des faits. Alors ce sont des petits faits, ce sont des petites statistiques. Parmi les choses qui paraissent intéressantes aussi à faire sortir de cette étude, c'est ce que je disais tout à l'heure. Jusqu'à la fin du XXe siècle, la très grande majorité de chasseurs sous-marins parmi les victimes. Et puis, on a vu apparaître, bien que ça ne soit pas statistiquement significatif, c'est probablement une tendance, une augmentation proportionnelle du nombre de baigneurs parmi les victimes. Et puis, on a vu apparaître au XXe siècle les pratiquants des sports de glisse. On n'avait pas de kitesurfers ni de véliplanchistes jusqu'à la... Parce que peut-être à l'époque, il y en avait moins. On est toujours sur ce côté-là. Il y a plus de gens sur mer, du coup, il y a plus d'attaques. On est toujours voilà. dans l'hypothèse. Hein. C'est récent le kitesurf. Avant, il y avait des planches à voile. Mais les planches à voile, c'est pas pareil. Le kitesurf, c'est à mon avis, hein, La vibration dans l'eau est c'est un différente. sport qui est très dangereux pour les attaques de requins, pour les kitesurfers, parce que bon, déjà ça fait un bruit de planche qui tape sur l'eau quand ils naviguent, même sans foil. Et ça ressemble à un oiseau qui se pose et qui décolle, en gros, vu par un requin d'en dessous. Et il faut savoir que les oiseaux, c'est la proie préférée des requins tigres. Alors quand ils voient un kitesurfer qui passe, bon, s'ils tombent pas dans l'eau, c'est bon, à la vitesse où ils vont, ils les rattraperont pas. Mais si jamais ils tombent à ce moment-là, en plus, quand ils tombent, il y a la moitié du corps qui est tiré par la voile, et il y a des jambes qui gigotent derrière. Et pour un requin, visuellement, ça ressemble à un poisson qui est pris une ligne de traîne. Et ça, ils ont l'habitude d'attaquer. Ok. Et la plupart du temps, on a eu plusieurs attaques de kitesurfers, ça s'est passé en quelques secondes. Là, le requin attaque en prenant ça ou je sais pas quoi, pour un poisson pris à la traîne, un oiseau ou je sais pas quoi. Dans tous les cas, à chaque fois, le requin n'attaque pas l'homme. Il attaque pour se nourrir dans tous les cas, que ça soit... Il confond, en fait, l'homme avec... Déjà, on ne sait pas toujours pourquoi l'attaque a lieu. Et finalement, c'est pareil, ça fait partie des choses qui sont un petit peu spéculatives. Et ça ne nous a pas paru fondamentalement très intéressant de savoir pourquoi est-ce qu'il attaque. Parfois, c'est pour des raisons territoriales. Parfois, c'est effectivement des attaques pour se nourrir. Parfois, c'est une compétition pour une proie. C'est un petit peu délicat à chaque fois. On peut à chaque fois émettre des hypothèses. Et par rapport à tout ça, quelles seraient vos préconisations pour réduire les attaques? Déjà, en tout cas, le risque. Déjà, le connaître. Et c'est le fond. Mieux connaître le requin. Voilà. C'est le fond de ce papier. C'est donner des indications sur ce qu'est le risque. Donc, si vous avez comparé cette série à d'autres, et puis on essaie de le faire. Alors, c'est très compliqué de comparer la série calédonienne aux séries internationales. Les séries internationales, c'est essentiellement les chiffres de l'International Shark Attack File, qui est un organisme nord-américain qui recense les attaques au niveau mondial et pays par pays.
Et le problème, c'est que cet organisme a pour habitude de classer les attaques en provoquées et non provoquées. Et il faut savoir que pour eux, les chasseurs sous-marins, ça se classe dans les attaques provoquées, puisqu'ils se mettent en danger eux-mêmes, puisqu'ils piquent du poisson. Dans ces cas-là, c'est compliqué d'aller dans l'eau. Alors. Voilà, mais je suis d'accord avec vous. Donc nous ne les avons pas suivis, mais de ce fait, nos données sont difficiles à comparer, puisqu'on a... les Nord-Américains ont 50% globalement 60% d'attaques non provoquées, 40% d'attaques provoquées. Donc quand on essaie de comparer, déjà, on a un biais très important. Ensuite, nous, on est allé chercher les victimes, on a fait un travail prospectif. L'Intention Shark Attack File, c'est du déclaratif. C'est-à-dire, ils reçoivent des dossiers qui leur sont transmis par des correspondants, ce qui emmène probablement une certaine sous-estimation. Quoi qu'il en soit, si on prend les choses de façon très très globale, la Calédonie a le triste privilège de se retrouver parmi les pays du monde, les 10 pays du monde probablement où il y a le plus d'attaques de requins en valeur absolue. Alors, je ne dis pas ça pour effrayer, bien entendu, le public. Simplement, je pense que la toute première chose, si on veut gérer un risque, c'est d'en être conscient. C'est de se l'approprier. C'est de savoir que, oui, il y a des requins dans le lagon, et oui, il y a dans le lagon des requins qui sont susceptibles d'attaquer, même s'ils ne sont pas provoqués, qui sont susceptibles d'attaquer même un baigneur dans une zone de baignade, que oui, c'est possible. Après, à chacun de prendre ses propres responsabilités, c'est-à-dire ne pas avoir de conduite qui puisse se mettre soi-même en danger. On ne va pas se baigner dans une eau qui est marron parce qu'il y a eu une forte pluie, on ne va pas se baigner à l'eau ou à la tombée de la nuit, on ne va pas évoluer seul au large, on ne va pas se mettre à l'eau là où on sait pertinemment qu'il y a des requins dangereux, on ne va pas se mettre à l'eau là où on sait pertinemment qu'il y a eu des rejets organiques susceptibles d'attaquer les requins. Donc chacun déjà gère son propre risque. Ensuite, chacun d'entre nous doit avoir un comportement responsable. C'est effectivement, on ne jette pas, on ne rejette plus rien à l'eau, on ne rejette pas des carcasses de poissons, ni des reliefs de repas. Ça, c'est la première pierre. C'est le b.a.-ba. Le b.a.-ba, mais ça veut dire qu'il faut aussi connaître les requins, il faut s'y intéresser. Il faut acheter le livre de mon collègue qui est tout à fait passionnant. Et puis, il faut se pencher un petit peu sur la question, les connaître, comprendre quels sont les comportements à risque, quelles sont les zones à risque, quelles sont les heures à risque, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, pour essayer de limiter le risque. Ensuite, vous avez les moyens de protection personnels. Vous avez deux types de produits qui sont vendus ici en Nouvelle-Calédonie. Vous avez le premier qui ressemble à un bracelet. Vous l'oubliez. Voilà, vous l'oubliez, ça sert à rien. C'est un champ magnétique avec une... Il y en a certains qui ne seront pas contents. Je sais très bien, mais je ne cherche pas à me faire des amis. C'est un champ magnétique à courte portée. Ça n'est... Alors, sur la question, ce que je viens de vous dire, on a tout de suite une demi-douzaine de références scientifiques dans la littérature mondiale, hein, sur les dispositifs anti-requins. Celui-là, le bracelet, il a été crédité d'aucune efficacité dans aucune étude. D'accord? Donc pour ça, on l'oublie. Ensuite, vous avez les dispositifs qui créent des champs électriques. La technologie Shark Shield, pour ne pas la nommer, qui interfère avec les ampoules de Lorenzini, qui sont des récepteurs, entre autres, aux champs électriques, qui sont situés dans le nez du requin. Et ça, ceux-là sont crédités d'une certaine efficacité. Il n'y a jamais 100% d'efficacité, mais grosso modo, ça a l'air de fonctionner à peu près bien, au prix d'un certain inconfort possible. C'est-à-dire que, bah oui, Philippe vous en parlera mieux que moi, je crois qu'il a testé. Non, je n'ai pas testé. Et ben, c'est un champ électrique sous l'eau et ça donne des châtaignes. Donc les plongeurs à qui j'en ai bavardé, qui l'ont essayé, le racontent. Il y a une histoire tout à fait dramatique en 2000 en Australie, un plongeur en bouteille qui a été tué par un grand blanc alors qu'il était équipé d'un de ces dispositifs. Mais malheureusement, il avait coupé parce qu'il ne voulait pas s'électriser. Il pensait qu'il aurait le temps de le commuter sur on avant de faire la mauvaise rencontre et malheureusement, le requin l'a pris par surprise. Ceci dit, ces dispositifs existent. Et puis après, vous avez
Bien entendu, le terrain extrêmement glissant dans lequel on va s'engager, qu'avec beaucoup de précautions, des dispositifs collectifs de gestion du risque requin, avec en particulier, il y en a deux, et on peut en discuter, je sais qu'on n'est pas parfaitement d'accord, Philippe et moi. Vous avez les barrières anti-requins, qui sont des filets... C'est ce qu'ils voulaient mettre au niveau du marché, il me semble. Je crois, qui sont des filets améliorés. La baie des Citrons. La baie des Citrons. Ils sont des filets améliorés dont on nous explique... Non, c'est des barrières, c'est pas des filets. C'est la forme d'un filet, on nous explique que c'est pas maillant et que ça peut pas attraper de capture accessoire. Et puis vous avez les dispositifs électriques qui utilisent la même technologie de champ électrique et dont on peut faire des barrières aussi, mais qui ont pour eux contre eux de ne pas avoir été testés. Et si j'ai bonne mémoire, je crois qu'il y a un site en Afrique du Sud où ils viennent d'être installés, mais on n'a pas encore de retour. Donc ces ondes électriques ne touchent que les requins, c'est-à-dire que ça n'impactera Les pas requins les et autres faunes. Parce que je sais que sur la baie des Citrons, de temps en temps, on peut voir des raies. Oui, des choses. Les requins et les raies qui ont aussi. tous ceux qui ont des ampoules de Lorenzini, mais pas les autres. Donc, oui, mais alors si on peut écarter les raies des zones de baignade, personnellement, j'y vois qu'un bénéfice, puisque elles sont responsables de plusieurs dizaines au moins d'envenimations au bord des plages chaque année. Et ça n'a l'air de rien, c'est tout à fait bénin si on compare ça aux attaques de requins, bien entendu. Mais ça donne des blessures qui peuvent mettre des semaines à cicatriser. Donc si on peut se débarrasser accessoirement des raies, ça ne sera pas un mal. en tout cas pour les zones de baignade. Pour les zones de baignade, on est d'accord. Il s'agit Le problème pas de s'en débarrasser, de- c'est de les mettre à distance. Hein. Voilà, le problème avec tous ces trucs électriques, c'est que ça fait pas bon ménage avec l'eau de mer. Souvent. Et ça coûte très cher. Et d'ailleurs, dans mon bouquin, j'ai fait un compte-rendu de tous les dispositifs anti-requins. Il y a même de l'ambre solaire anti-requin, des montres anti-requins. Il n'y a pas que le Shark Shield. Donc autant de choses à oublier, on est d'accord. Ouais. Voilà. Bon, j'ai pas fait de test de tous ces produits, mais enfin, je les ai énumérés, quoi. Mais ces produits ont été très peu testés, en particulier Ouais. les Shark Shield. Je vous disais une demi-douzaine de Il y a références. le fameux Shark Chaser de la marine américaine. Là, pendant la guerre contre le Japon, ils donnaient ça aux aviateurs. Il y avait un petit sac rempli de nigrosine, et quand il tombait dans l'eau, il balançait le sac dans l'eau, ça faisait un nuage noir qui était censé Éloigner le requin. éloigner les requins. Et quand Cousteau a testé ça, les requins l'ont mangé, le sac. Il y a la fameuse combinaison rayée aussi. Oui. Bon, enfin, il y a tout un tas de trucs là. En tout cas, il y a de la réflexion autour de ce risque requin. Bah, il y a eu On essaye, en tout cas. oui, alors il y a une réflexion. Alors, on peut se féliciter que les pouvoirs publics aient entamé une réflexion et qu'il y ait même des actions. Alors, il y a maintenant une signalétique qui apparaît au bord des plages lorsque les circonstances sont favorables aux attaques de requins. Et ça, je trouve ça très bien. Oui, ça c'est bien. Il faut bien évidemment que le public ne subisse pas ça comme une vexation et comprenne que réellement, lorsqu'il y a le fanion rouge avec le dessin d'un requin, il ne faut pas se mettre à l'eau, que c'est sérieux. Il y a les tours. Les tours, non, parce que c'est pas sérieux. On a bâti les tours, mais il n'y a personne dedans. Oui, voilà. La plupart du temps. Donc, c'est comme à Pau, ils ont fait des superbes tours anti-requins, mais il n'y a jamais personne dedans, quoi. C'est ça que je pense. Peut-être qu'on ne les voit pas. Et- Ils sont là, ils nous surveillent. Non, mais on non, les voit pas. je suis monté Ah. jusqu'en haut et tout. Il n'y a que les grands week-ends, je crois qu'il y a. Mais Quand il y a une forte les influence pompiers, sur les plages. Mais elles sont bien, les tours. Hein. Et en bas, il y a un poste de secours, ça aussi, c'est bien. Et ils surveillent. Et puis, normalement, même en Thaïlande, en Australie, tout ça, quand il y a un requin qui est aperçu, où il y a une sirène, tout le monde sort de l'eau. Quand le requin a disparu, bon, bah, il redonne un coup de sirène, tout le monde retourne dans l'eau, quoi. Alors, parmi les voies de recherche aussi pour essayer de sécuriser le public, alors on a parlé, j'en parle parce qu'on en a parlé, mais pas parce que ça paraît extrêmement pertinent dans l'état actuel des choses, de baguer les requins et de mettre des récepteurs d'hydrophones qui permettent de savoir quand est-ce qu'ils passent. Alors oui, c'est très intéressant, mais à condition de baguer la totalité des requins. Oui. Vous abordez, pour l'instant, Et là, c'est un travail, on est très très loin du compte. Donc ça, c'est prometteur, mais à cette condition, c'est qu'on avait à baguer tout le monde. Donc pour l'instant, on met de côté. Oui, mais Et ça, parmi les choses aussi novatrices qui sont intéressantes,
mais qui sont utilisés de façon anecdotique pour l'instant, c'est l'utilisation de drones. Alors pour l'instant, on fait souvent décoller des drones de surveillance qui sont pilotés manuellement pour faire l'inventaire d'une zone lorsqu'il y a eu une alerte de données. Il faut savoir qu'existe également, alors c'est utilisé dans certains sites en Australie, des balayages automatisés avec un drone qui fait un circuit, qui est connecté à un logiciel qui permet de reconnaître la forme d'un requin et qui, sans intervention humaine, va lancer une alerte quand il y a un doute. Ça coûte de l'argent, on est bien évidemment, ça demande de l'entretien, et ça fait partie des choses. Vous savez, pour sortir du cadre fermé de notre étude, ce sont des champs qui sont extrêmement intéressants parce que ce sont des technologies innovatrices et ce sont des champs d'investigation, des choses à développer. Un mot de la fin. Un mot de la fin, mais écoutez, je pense qu'il ne faut pas cesser d'aller dans l'eau, bien entendu, que malgré tout ce qu'on a pu vous dire de négatif, il faut aussi relativiser tout ce qu'on vous a dit. On vous a parlé de 67 cas d'attaque et on vous a parlé de 13 décès depuis 1958. Vous comparez ça avec n'importe quel type de risque et ça permet de relativiser. Je ne vous dis pas que c'est peu, parce que ce sont des vies humaines, c'est la souffrance humaine, donc c'est pas quantifiable, d'accord, mais il faut quand même le comparer à d'autres types de risques. Et puis ensuite, il faut comprendre aussi qu'il faut arriver à avoir du requin, des requins, parce que déjà, le requin, il y a tellement d'espèces et tellement de niveaux de risque différents qu'on ne peut pas généraliser. Les requins, de manière générale, sont indispensables aux écosystèmes. Oui. Et d'un autre côté, certains sont responsables d'attaques sur l'homme. Il faudrait arriver à vivre avec ces deux idées côte à côte et à pas les opposer, parce qu'il n'y en a pas une qui est fausse, une qui est vraie, les deux sont vraies. Il faut savoir considérer ce paradoxe qu'on a besoin de protéger les humains du risque représenté par le requin, d'accord, mais on a aussi besoin de protéger les requins du risque représenté par les humains, c'est très important aussi. Il y a un truc que je voudrais dire, là, justement, si tous vos spectateurs nous regardent, c'est d'être particulièrement vigilant à partir de la fin du mois, puisqu'on sait qu'au mois de mars, c'est le pic des attaques de requins tous les ans. Il y a 2 et 3 fois plus d'attaques de requins en mars que... Et c'est lié à quoi? Alors là, on ne sait pas exactement. Il y a plusieurs facteurs. Bon, il y a la pluie qui ramène des matières organiques dans l'eau. C'est la période de reproduction qui doit les exciter. L'eau, elle est plus chaude. Enfin, bon, il y a tout un tas de raisons. Et donc, mon conseil, c'est que les gens redoublent de vigilance pendant au moins cette période. Les 2 dernières années, on était confinés pendant le mois de mars. Donc, à mon avis, ça a dû réduire beaucoup le nombre d'attaques, surtout qu'il y en avait pas mal à cette époque. Mais cette année, on n'est pas confiné, alors redoubler de vigilance et puis... soyons prudents. Voilà. Merci Claude, merci Philippe pour cet échange-là.